Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. Voici le titre de cette session d'information. La République démocratique du Congo, comme d'autres pays de la planète, ont célébré la journée internationale de la presse. Les chevaliers de la plume et du micro honorés à l'occasion par le chef de l'État Félix Tshisekedi au cours d'une cérémonie organisée par l'Union nationale de la presse au Congo. Les professionnels de médias insistent pour l'effectivité des subventions. L'Organisation internationale de la francophonie ne peut mener l'audit du fichier électoral puisqu'elle est dirigée par une diplomate rwandaise. Voilà la polémique qui défraie la chronique. La question était au cœur de la rencontre Cinco-Seni. Les évêques catholiques ne sont pas du tout contre cet audit international. Un nouvel incendie s'est déclaré à l'usine de panification Pain Victoire seulement quelques semaines après l'incident du 8 avril. Conséquence, les vendeuses ont eu du mal à se procurer du pain ce mercredi. Elles ont dit leur désarroi. C'est à suivre dans un instant. Bonsoir. La planète célèbre le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la presse. En République démocratique du Congo, la célébration de cette journée a connu la participation du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a rassuré de l'accompagnement de l'exécutif à la presse. C'était en présence de plusieurs personnalités ainsi que des responsables et professionnels des médias. Élisée Mafou et Abondance Mazamba. À l'honneur, les professionnels des médias honorés par le président de la République Félix Tshisekedi à l'occasion de la Journée mondiale de la presse. La cérémonie commémorative, organisée par l'Union nationale de la presse au Congo, a réuni plusieurs chevaliers de la plume et du micro à l'instar d'autres personnalités. Le thème choisi pour cette journée, liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Dans son mot, le président de la République a loué le travail combien important réalisé par les journalistes dont certains ont payé de leur vie. En ce moment où nous célébrons donc cette liberté et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire avant toute chose toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. Je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement. Le président Félix Tshisekedi promet d'accompagner le média. Le quatrième pouvoir. Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre. Le chef de l'État a invité les professionnels de médias à exercer leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie, surtout pendant la période électorale, et ce, conformément à la nouvelle loi sur la liberté de la presse. L'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Pour rappel, la journée de la presse a été instituée par l'UNESCO en 1993. Le thème mondial retenu pour cette année est « Liberté d'expression comme moteur de tous, les droits de l'homme ». En réaction, après le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, les professionnels de médias espèrent à la concrétisation de la promesse du chef de l'État au sujet de la subvention des médias par l'État congolais. Les journalistes attendent également l'effectivité de la dépénalisation de délits de presse à travers la nouvelle loi qui réglemente la profession. Nous sommes dans l'espoir que l'engagement que le président de la République prend chaque fois qu'il vient nous rencontrer, nous les gens de la presse, nous avons espoir que cela
va finalement se réaliser. Parce qu'on peut dire que jusqu'à présent, il a pris quelques engagements. C'est en train de se réaliser petit à petit, notamment avec cette nouvelle loi, notamment les états généraux qui se sont tenus. Et vraiment, on espère que maintenant, comme l'élan, comme cette dynamique a été donnée, que ce que vient de dire le président de la République sera pris en compte. Pour que la presse puisse être modernisée, il faut des moyens. Et pour qu'il y ait des moyens, il n'y a que le gouvernement qui peut mettre la main à la poche. Par rapport à nos voisins immédiats, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville en face, ben nous sommes des champions. Moi, je n'ai jamais compris comment la République démocratique du Congo s'est retrouvée au bas du classement alors que tous les pays voisins des régimes dictatoriaux étaient bien placés. Je pense que c'est un retour normal aux choses, des choses que la RDC puisse récupérer de bonnes places dans le classement des Reporters sans frontières parce que la liberté en RDC, la liberté d'expression en RDC, ce n'est pas quelque chose de tabou. Les gens s'expriment librement parce que les institutions, la population a arraché des institutions déjà. Sous Mobutu, la liberté. Nous aurons voulu que les journalistes obtiennent la dépénalisation des délits de presse de façon totale. Mais aujourd'hui, en lisant la loi, on accorde un peu beaucoup de privilèges aux magistrats, aux juges, au tribunal de droit commun de juger les journalistes. C'est que serait une pratique, je dirais, aberrante, une aberration dans des pays de grandes démocraties. À l'issue des États généraux de la communication et médias, nous avons organisé la réunion du comité direction de l'Union nationale de la presse du Congo et bientôt on mettra en place un comité scientifique qui doit travailler sur les réformes que nous allons entreprendre, que nous allons soumettre à l'ensemble des congressistes lorsque nous allons nous réunir pendant 3 jours. Donc l'Union travaille parce que ce qui se passe nous interpelle au plus haut point. Donc je ne suis pas à l'aise lorsque la corporation ne marche pas. Juste après cette rencontre avec les professionnels de médias, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le home réhabilité de l'Université pédagogique nationale. Il s'agit de 2 bâtiments qui comptent des centaines de chambres rédorées dans le respect de standards académiques. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que la rectrice de l'UPEN. Les étudiants, de leur côté, ont remercié le chef de l'État pour la réhabilitation de ces bâtiments. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordé une série d'audiences, notamment au ministre de l'Aménagement du Territoire, celui de Transport et Voies de Communication et Désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest. Plusieurs sujets sur la table des discussions, entre autres le projet de construction et des réhabilitations de l'aéroport international d'Indjili. C'était mardi au cabinet du Premier ministre dans la commune de La Gombe. Images et commentaires. La journée du mardi 2 mai n'était pas du tout repos pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À la primature, le chef du gouvernement a d'abord reçu le ministre de l'Aménagement du Territoire et celui de Transport qui a accompagné Turan Mildan, patron de la société Milvest. Auprès de Sama Lukonde, le patron de Milvest est venu présenter les modèles de sa société qui compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et de réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili. Nous avons pensé amener après de l'autorité le patron de la société Milvest qui est venu présenter le grand projet qu'il a pour l'aéroport international d'Indjili. Comme vous le savez, notre joyau de la République démocratique du Congo, depuis longtemps, les travaux sont demeurés bloqués. Il était temps quand même de discuter avec le chef, le Premier ministre, disais-je. Et donc maintenant, il y a M. Touram, qui est le patron de Milvest, qui est venu présenter un peu le modèle qu'il compte apporter à la République démocratique du Congo pour voir comment avancer dans le cadre de ces projets. Pour sa part, Turan Mildan a souligné que l'exécution de ces projets ne va pas impacter le budget de l'État. C'est un projet, sur lequel nous travaillons depuis 7 mois, le projet de l'aéroport international de Ndjili qui se trouve
trouve à Kinshasa. Le plus grand point pour nous, c'est que ce projet-là se fera sans qu'il y ait vraiment un poids de budget qui s'apaisera sur l'État. Donc on évitera tout cela et on fera le projet. Bon. Donc c'est un modèle de projet qui se fera sous forme de BOT. Donc réaliser le projet, exploiter le projet et le redonner à l'État. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va en entendre. Ensuite, le Premier ministre a également échangé avec le gouverneur du Kasaï, John Kabea. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire et celle liée aux infrastructures de cette province. S'agissant des infrastructures, le gouverneur du Kasaï central a plaidé pour la construction du stade de jeunes des Katoka, dont le mur s'est écroulé, ce qui a occasionné l'arrêt du championnat national. Une question toujours au niveau des infrastructures pour la construction de la route Kananga-Kalamambouji avec la voie urbaine qui est lui-même accepté comment il doit intervenir pour que les travaux ici avancent normalement comme prévu. Parce que lui, lors de ce séjour à Kananga, il était devant la population. Il a rassuré la population. Et comme vous le connaissez, la population aussi a besoin aussi de manger. Le ministre des Sports a été instruit par le Premier ministre pour décompter la situation au stade des jeunes qui devra être disponible dès le mois d'août prochain. Je les disais dans les titres, la rencontre ce mercredi entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le secrétaire général de la CENCO. Les deux personnalités ont, au cours de leur échange, épinglé la polémique autour de l'audit du fichier électoral. Audit que devra réaliser l'Organisation internationale de la francophonie. Monseigneur Donatien Chollet a relevé l'importance de cette démarche pour la crédibilité du processus électoral. C'est dans l'objectif de s'assurer la tenue des élections crédibles et apaisées que le secrétaire général de la CENCO est allé à la rencontre du président de la CENI. La grande question au cœur de cette rencontre, l'audit international du fichier électoral, aujourd'hui sujet des débats au sein de l'agora politique congolaise. Pour certains politiques, l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo ne peut mener cet audit du fichier électoral de la RDC au regard de l'impasse diplomatique entre les deux États. Pour le secrétaire général de la CENCO, une telle assertion ne s'explique pas. Les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Il ne faut pas avoir peur de cela. La présence des soldats étrangers de EAC au pays menace plus la souveraineté que l'OIF qui concerne les techniciens. La présidence ne serait même pas là. Oui, ça vraiment, j'aimerais répondre à ces compatriotes qui veulent se servir de cela comme prétexte. Toutefois, les représentants de la CENI et de la CENCO n'excluent pas d'autres possibilités, le tout dans l'objectif de favoriser une bonne organisation des élections. Si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander et il est sincère là-dessus. Monseigneur Donatien Chollet a également martelé sur la nécessité de bien agir afin de juguler la méfiance de la population à la CENI. Restons toujours à la CENI où le deuxième vice-président de cette institution, Didi Manara Linga, a présidé la 6e journée de portes ouvertes. Journée au cours de laquelle les représentants des confessions religieuses ont assisté au processus du nettoyage du fichier électoral. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale, Didi Manara,
a dirigé la séance du 6e jour des journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral auquel ont pris part les confessions religieuses. Accompagné du rapporteur adjoint Paul Mouindo et du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, le deuxième vice-président de la CENI est revenu sur le 4e axe prioritaire du plan stratégique et opérationnel de la centrale électorale qui fait de l'inclusion un facteur déterminant devant assurer la crédibilité des prochains scrutins, avec la transparence dans les différentes étapes du processus électoral. Dans son 4e axe d'intervention du plan stratégique et opérationnel de la CENI, il est dit que la CENI doit construire une nouvelle culture d'inclusion pour renforcer la crédibilité du processus électoral. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que tout le monde participe à cet exercice citoyen, celui d'amener le peuple congolais aux bonnes élections. Des élections comme on n'en a jamais connu dans ce pays. À l'issue de cet exercice citoyen, les pères spirituels ont apprécié cette initiative de la centrale électorale. Et aujourd'hui, l'élément de base, ce sont les élections en vue pour le mois de décembre. Nous avons tout intérêt à travailler de manière aussi unie et patriotique pour que ces élections tiennent à tout prix. Il faudrait que chaque composante travaille pour aider la CENI à réussir sa mission. En outre, ils ont invité les Congolais à travailler d'un commun accord de manière à garantir la paix en RDC et les élections crédibles en décembre 2023. À l'est du pays, une dizaine d'éléments M23 présentés par l'armée congolaise mardi 2 mai à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Parmi ces rebelles, des anciens militaires FARDC qui ont fait défection selon le porte-parole de la 34e région militaire des FARDC. Ces éléments M23 ont attaqué un contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de l'EAC dans la localité de Mouchaki, en territoire de Massissi. Images et commentaires. Une dizaine des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagés dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présentés à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Massissi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23, supplétifs de l'armée rwandaise, qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mouchaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, Bouvier, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes, mis à la disposition de l'armée congolaise, ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23.
D'une province à une autre, depuis plus de 2 mois, la province du Kasaï oriental souffre des problèmes liés au courant électrique. Pour pallier à cette situation, le gouverneur de cette province a échangé avec le directeur de la Société nationale d'électricité et celui de la FEC élargi à la CEP pour des solutions urgentes. Cette rencontre a permis à la SNEL de faire part à l'autorité urbaine de toutes les difficultés que rencontre cette entreprise. C'était mardi 2 mai dans la salle de réunion du gouvernorat provincial. Préoccupé par la crise en énergie électrique dans sa province, le gouverneur Patrick Mathias Kabea Matiabili a échangé avec le directeur provincial de la SNEL et celui des CEP Congo. Cette rencontre a eu lieu ce mardi 2 mai dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Au cœur de leur échange, la gestion de la dotation de carburant venant de la province au bénéfice de la SNEL. Au sortir de l'audience, le directeur provincial de la SNEL a affirmé qu'ils sont venus expliquer à l'autorité les aléas relatifs à l'utilisation de cette dotation. Oui, nous avons été reçus par l'autorité. Vous savez que la SNEL avait reçu une délégation de la direction générale qui devait se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de Toubitoubidi et par la même occasion connaître comment l'utilisation des produits pétroliers que nous recevons de la dotation de la province. C'est autour de ça que nous avons expliqué à l'autorité le fonctionnement de nos deux groupes, que si on n'arrivait pas à absorber totalement la dotation de la province, c'est parce qu'un groupe, notre groupe numéro 2 avait connu un problème sur les régulateurs de vitesse et qui n'arrivait pas à prendre toute la charge. Dans la même veine, le directeur provincial de CEP Congo a fait voir qu'ils ont été convoqués par l'autorité en tant que fournisseurs de carburant de la SNEL. Il a indiqué que leur entreprise connaît un problème d'acheminement de leurs produits pétroliers par la SNCC. Oui, devant l'autorité, nous sommes étalés sur la problématique d'approvisionnement. Vous savez très bien que la province est enclavée et nous sommes tributaires des autres provinces pour l'approvisionnement. Prenant la parole à son tour, le commissaire provincial en charge de l'énergie a exprimé la volonté du gouvernement provincial à pérenniser la dotation à la SNEL. Nous devons le faire. La SNEL, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous devons continuer cette assistance en carburant parce que sans ça, la SNEL ne saura pas subvenir à ses besoins. Vu le coût élevé du carburant, elle ne parvient pas à couvrir toutes ces charges. Donc nous devons nous impliquer dans cette histoire du carburant. Mais le grand problème que nous avons vu en ce qui concerne l'énergie de la SNEL, c'est l'approvisionnement en énergie. Il faut noter que récemment, une mission de la direction nationale de la SNEL était en Mbuji-Mayi pour inspecter les travaux du transport de l'énergie électrique de la centrale Toubitoubidi. En Mbuji-Mayi, toutes ces démarches sont menées dans le but de desservir la population du Kasaï oriental en énergie électrique. Retour à Kinshasa, un nouveau parti politique vient de naître. Il s'agit de l'Alliance pour l'amour du Congo, formation politique membre de l'Union sacrée de la nation qui fonde notamment ses actions sur la sauvegarde de la démocratie et de l'intégrité du territoire national ainsi que du progrès socio-économique. La sortie officielle a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. Reportage. La salle de spectacle du collège Boboto a vibré au rythme de la sortie officielle du parti politique Alliance pour l'amour du Congo. Ici et hissé le drapeau bleu, rouge et vert, couleur de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Sa présidente Christine Feza-Mouetema explique que son parti politique a pour vision de construire un nouveau Congo fort, un État moderne, démocratique et responsable, capable de gérer la destinée de ses populations et de lui garantir prospérité et sécurité dans la région. Dans son discours, l'autorité morale de l'A2C a loué les actions menées par le pouvoir en place pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais aussi pour la modernisation des infrastructures et autres projets de développement. Christine Feza-Mouetema a également félicité la mise en place de la gratuité de l'enseignement par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'autorité morale de l'A2C invite les Congolais à adhérer à son parti politique. Le chef de l'État, c'est un homme genré qui prône la parité. Il était temps que les femmes également s'y mettent.
vous allez constater que dans la majorité de ces partis politiques existants en République démocratique du Congo, il y a peu de femmes qui chapeautent ou qui dirigent le parti politique. N'était encore l'Alliance pour l'amour du Congo vient également prendre part dans cette scène politique avec à la tête une femme. Nous nous invitons, tout le peuple, toute la population, tout citoyen congolais qui est rempli de l'amour pour ce pays, des hommes intègres, de venir intégrer, de venir adhérer dans notre parti politique. Autre moment important de cette journée, la présentation des cadres du parti. L'Alliance pour l'amour du Congo soutient la candidature de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Cette formation politique a pour idéologie maîtresse la social-démocratie. Encore un incendie à l'usine de panification Pain Victoire. Conséquence, pas de production de pain ce mercredi, d'où les inquiétudes de vendeuses de pain qui dénoncent des mauvaises pratiques qui ont élu domicile au sein de cette usine. Yannick Ekouchou et Paul Mwinda étaient sur place ce matin pour le constat. Nous sommes sur l'avenue Cabinda dans la commune de Lingwala à la déventure des Pains Victoire. L'usine de panification de renommée nationale traverse manifestement des moments sombres de son histoire. Après un incendie qui s'est déclaré le 8 avril dernier, un autre s'est produit dans la soirée du mardi 2 mai. Plusieurs produits ont pris feu selon des témoignages. Si les responsables de cette usine n'ont pas voulu communiquer sur les causes de cet incendie, les vendeuses de pain ont eu du mal à s'approvisionner ce mercredi. Une situation qui a conduit certaines dames à recourir à d'autres méthodes. ngayo pe na yaki kutala meziki kaya solo tozui mapate biso mutu tokotelaka mundele mbongo à chaque fois mundele azosala biso nini izine eziki parce que soki biso tokoti mbongo te ya kozwa mbongo te biso toye bazui mapa nyonso tu bazopesa ngo bakuluna biso ba mama ya mitutu ena bambona biso mike tokoma kotaka mitope bakuluna mundele azwa solution izini o biso nde mutu bazosala commande pona biso ba mama izini o zaiki pona bakuluna te izini eza pona ba mama biso toye tozosoma mapa na 6000 francs pona ni mundele azonyokola biso bongo Pain Victoire aliyenko biso na valeur te tala na utindako na futi 1500 pona komao na komiawa place nazo mapa nazima pate ngato telenga na jetongo za na kata poshi bola bele biso likambo gouvernement atale biso likambo yo okoza mambo okoya na ndako osali jete pozo mambo foro suma michopo pa mama kuluna bakomi ko ba chef na kata ambulance na kata usine Soulignant qu'il y a certaines impasses dans la gestion de la société, les vendeuses appellent à l'implication des autorités compétentes afin que les choses reviennent à la normalité au sein de cette usine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne commémoration de la journée de la presse à tous les professionnels de médias.